Parce que ce qui se passe à Remiremont n'est absolument pas normal. Vous inquiétez pas, monsieur Police, votre maman est partie apaisée. Comment on peut prétendre qu'une femme est partie apaisée puisqu'elle était toute seule dans une chambre au fond du couloir, porte fermée? En alertant aujourd'hui les pouvoirs publics, nous les sommons d'intervenir pour mettre fin à ce massacre. Pourquoi rien n'a été fait? Ils l'ont laissé mourir dans des conditions atroces et abominables au bout de 33 heures, en seulement la bourreau de morphine. La sensation et la réalité que les victimes sont laissées de côté. Je n'ai jamais été averti que ma maman avait le Escherichia coli. Donc après avoir été méprisée par l'hôpital, je pèse mes mots, vraiment méprisée, humiliée par l'hôpital, les victimes sont ignorées. Reprenez votre macabé, foutez-moi le camp. On m'a dit, écoutez, j'ai pas de réponse à vous donner, c'est une mort mystérieuse. Remiremont est dans l'œil du cyclone parce que la qualité des soins n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend. La défense de vos libertés fondamentales. Donc, je suis Angélique Souk, présidente de l'association Agissez pour elle. Aujourd'hui, donc, je suis avec mes deux sœurs, Jennifer et Céline. Nous avons créé donc cette association en février dernier, c'est tout récent. Agissez, c'est l'acronyme correspondant donc à nos trois initiales. Et pour elle au pluriel, parce que ça fait référence aux victimes de l'hôpital de Remiremont qui se comptent malheureusement aujourd'hui par dizaines. Pourquoi cette association? Je reviens brièvement dessus. Tout commence par le drame que notre famille a vécu en juillet 2022. La perte de notre maman à l'hôpital de Remiremont dans des conditions plus que nébuleuses, ce qui nous a amené à déposer plainte pour homicide involontaire. Et c'est au moment où nous décidons de médiatiser notre histoire et le combat dans lequel nous prenons part que nous sommes destinataires de nombreux témoignages de victimes, de familles de victimes, qui nous relatent leurs propres histoires. Ces histoires, elles se caractérisent par une multitude d'analogies qui font même parfois froid dans le dos. Germe alors dans nos têtes cette envie de mutualiser nos expériences et donc de créer cette association Agissez pour elle. Aujourd'hui, nous sommes même en mesure de vous informer de l'arrivée d'un médecin généraliste en la personne de Dr Ben, ici présent, qui vient gonfler les rangs de notre association et ainsi nous apporter son expertise médicale dont on aura besoin et qui est si importante pour nos adhérents. Alors, Agissez pour elle a plusieurs objectifs. Conseiller les adhérents, notamment dans leur démarche administrative, afin de récupérer le fameux dossier médical, par exemple, requête si compliquée à l'hôpital de Remiremont, qui est pour tous, cette démarche est un parcours du combattant, c'est sans nom. On est là aussi pour leur consacrer un temps d'échange, un temps de soutien, une oreille attentive, parfois si cruciale, lors de la perte inexpliquée d'un proche. J'ai en tête un monsieur qui nous a sollicité l'été dernier concernant l'état de son papa, qui se dégradait chaque jour sans que l'hôpital ne semble réagir. Moins d'une semaine plus tard, nous apprenions le décès de ce papa-là. Difficile de penser qu'il ne s'agit que de la loi des séries, comme l'a suggéré notre député Stéphane Viry lorsque je l'ai entrevu brièvement en juillet dernier. Étonnante expression pour résumer tous ces drames à l'hôpital de Remiremont. On pourrait parler de loi des séries, dès lors qu'on se trouverait face à une succession d'événements sans cause avérée. Or, dans le cas de l'affaire de l'hôpital, les plaignants n'ont eu de cesse de pointer du doigt les négligences, les manquements, tous les dysfonctionnements qui peut-être ont coûté la vie à de trop nombreuses victimes. En médecine, nous avons bien conscience que le risque zéro n'existe pas, que les médecins ont une obligation de moyens et non de résultats. Aujourd'hui, les plaignants n'ont d'autre choix que de remettre en question cette obligation. Dans chaque témoignage, il se pourrait que les moyens à disposition de ces professionnels de santé n'ont pas tous été mis en œuvre. Nous sommons aujourd'hui la justice, enfin, de faire son travail. Il est difficile de ne pas envisager le pire lorsqu'un hôpital comme celui de Remiremont, possédant un pôle de chirurgie, ne soit absolument pas équipé d'un service de réanimation.
Cela signifie qu'aujourd'hui, une personne admise pour une chirurgie ne pourra nullement prétendre à être réanimée si son état de santé le nécessitait. Cela paraît invraisemblable compte tenu du nombre d'opérations réalisées dans cet établissement chaque année. Il est alors légitime de douter des chances de survie de ces futurs patients. Depuis quelques jours, la direction de l'établissement a enfin pris une décision, celle de suspendre son activité chirurgicale, comme vous le savez. Mais cette décision arrive un peu tard. Elle a le mérite de conforter les plaignants, tout de même, dans l'idée que leur action n'est pas vaine. L'association et ses membres ont une pensée émue pour cette nouvelle famille endeuillée. Et nous regrettons que l'hôpital, ainsi que les élus, n'aient pas pris la juste mesure de tous ces graves dysfonctionnements que tous les plaignants n'ont eu de cesse de dénoncer depuis plus d'1 an. Au lieu de cela, nous sommes montrés du doigt, accusés de vouloir fermer un hôpital qui n'a pas attendu après nous pour être déjà au bord de l'agonie. Nous ne souhaitons pas la fermeture de l'hôpital. Nous souhaitons un maintien de son activité, mais pas au prix de trop nombreuses vies humaines. Enfin, et moi je conclurai mon intervention sur ça, nous tenons à répondre aujourd'hui aussi à l'avocat de l'hôpital de Remiremont, Maître Bernat, pour ne pas le citer, concernant les tentatives de discrédit qu'il ne cesse de jeter sur cette affaire, et donc sur nous les plaignants. Nous invitons ce monsieur à travailler son dossier, puisque contrairement à ce qu'il fustige depuis des semaines, des auditions ont bien eu lieu du côté des médecins, et il semble regrettable que Maître Bernard puisse clamer haut et fort tout le contraire. Ce mépris dont il fait preuve n'est que le reflet de ce que nous, les familles de victimes, ainsi que les victimes, ont vécu depuis des mois par le personnel de l'hôpital de Remiremont. De plus, nous tenons à souligner à Maître Bernard, nous accusant de nous surmédiatiser, nous tenons à lui faire souligner que cette conférence de presse à laquelle vous avez été invité a été initiée bien avant ce bien triste deuil de la semaine dernière. Et que depuis, ni les avocats ni les parties civiles n'ont souhaité répondre aux très nombreuses demandes d'interview de ces derniers jours, contrairement à lui, qui ne manque pas une occasion de nous malmener dans la presse. L'adage qui serait de dire « la meilleure défense est l'attaque » prend vraiment tout son sens dans la bouche de cet avocat nancéen. Nous préférons nous baser sur des interventions factuelles afin de faire avancer cette affaire de manière juste, calme et avec beaucoup d'intelligence. Je vous remercie. Aujourd'hui, je vous demanderai de penser à mettre vos noms, prénoms et votre email sur la fiche d'émargement. Pourquoi? Parce qu'on va continuer à vous tenir informés, à vous donner des dossiers de presse, à communiquer avec vous. Loin de nous l'idée de faire l'omerta, la même omerta que fait l'hôpital de Remiremont. Simplement aujourd'hui, nous avons voulu faire cette conférence de presse pour que ce soit cadré. Là encore, les attaques dont les victimes sont l'objet sont inadmissibles, abjectes. On ne cherche pas, Maître Guillon, mon confrère ici présent du barreau de Montpellier, on ne cherche pas à agiter des chiffons rouges pour avoir notre heure de gloire. Et on ne laissera pas dire ce type de mensonge sur vos ondes et sur vos chaînes de télévision. Pourquoi cette conférence aujourd'hui? Eh bien, en fait, ce silence assourdissant, ou j'ai plutôt même envie de dire ces silences assourdissants au pluriel, cela fait maintenant 18 mois que la première plainte a été déposée. Cela fait maintenant 10 mois que la salve de plaintes de la fin d'année 2022 a été déposée. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a en face? Du silence. Du silence qui parfois en dit bien plus que les prises de parole. On en est conscient, on n'est pas naïf. Vous allez me dire du silence, mais du silence de qui? De tout le monde. De tout le monde. De l'hôpital, qui n'a jamais pris la parole, sauf ces derniers jours, vous le savez comme nous, jusqu'à présent, mutisme de l'hôpital. Silence également des élus. Vous les avez entendus, les élus? Je ne parle pas de ces derniers jours. Personne. Personne n'est venu prendre contact avec nous. Personne n'a osé dire ce qu'il pensait, ou ne serait-ce que s'intéresser sur ce qui se passait. Zéro. De l'ARS. Nous avons appris par vous, mesdames, messieurs les journalistes, qu'il y avait une vraie enquête interne qui avait été faite à partir de janvier 2023, dont les conséquences, ou les rapports, en tout cas le rapport, les conclusions devaient être déposées pour septembre.
Alors effectivement, apparemment, il y a bien une enquête. Pour le moment, elle est officieuse, en tout cas, on n'en a pas eu connaissance. Et là encore, l'ARS, chaque fois qu'elle a été sollicitée, mutisme complet. Et je dirais en dernier lieu, et c'est presque même plus grave, la justice. La justice qui aujourd'hui, depuis de longs mois, continue à, je dirais, ignorer les parties civiles. Pourquoi? Parce que sans violer le secret de l'enquête et de l'instruction, je vais y revenir aussi là-dessus, parce que on a aussi pas mal d'attaques là-dessus. Aujourd'hui, les victimes ne sont pas interrogées en tant que partie civile par les juges d'instruction. 3 juges d'instruction ont été saisis pour toutes ces plaintes, vu la gravité de la situation. Pas d'audition de partie civile. Donc après avoir été méprisés par l'hôpital, je pèse mes mots, vraiment, méprisés, humiliés par l'hôpital, les victimes sont ignorées. C'est aussi du mépris. Donc là, aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, nous souhaitons tirer la sonnette d'alarme. Une procédure d'instruction pour un délit, c'est-à-dire l'homicide involontaire, le principal chef d'accusation dans les plaintes qui ont été déposées, c'est 12 mois. Alors, évidemment, c'est 12 mois sur le papier dans le code de procédure pénale. En revanche, c'est toujours un peu plus long. Mais chaque fois que j'ai interrogé les juges, par mail, ou même en me déplaçant au palais de justice, j'ai eu la sempiternelle réponse « Les investigations sont en cours ». Ouais, en mode circulé, il n'y a rien à voir, quoi. Donc, je sais faire la différence quand même entre une instruction qui prend du temps, parce qu'on se donne les moyens de faire des investigations, de consulter des experts, de faire des auditions. On le sait, ça. On le sait tous, avocats. Et puis, l'instruction, on sent que, oulala, attendez, si vous pouviez ne pas faire de remous, ça nous arrangerait. Donc aujourd'hui, stop. Stop, et j'ai pas du tout envie de violer le secret de l'enquête et de l'instruction, je peux être radiée du barreau, je ne suis pas folle non plus. Simplement, le secret de l'instruction et le secret de l'enquête, je vais vous expliquer ce que c'est exactement. Moi, je suis tenue en tant qu'avocate, nous sommes tenus au secret professionnel. Le secret professionnel, évidemment, par ricochet, c'est le secret de l'enquête et le secret de l'instruction. Le secret de l'enquête, nous n'avons, en tant qu'avocat, aucun contact avec les services d'enquête. C'est la base même de la procédure d'enquête et d'instruction. Première chose, comment voulez-vous que je viole un secret de l'enquête alors que je n'ai pas de contact avec les services d'enquête? Secret de l'instruction maintenant. Le secret de l'instruction, c'est pareil. C'est pareil puisque l'article 114, alinéa 3 et 4, précise clairement que les avocats n'ont accès à des copies de dossiers. Alors, copie de dossier, ça veut dire copie des pièces, copie des actes, que lorsque les parties civiles, donc victimes, ont été entendues par le juge d'instruction. À l'heure actuelle, aucune audition de partie civile devant le juge d'instruction n'a été menée. Donc, je n'ai pas accès au dossier. Comment voulez-vous que je viole un secret d'instruction alors qu'aujourd'hui, toute bonne foi, en toute transparence vis-à-vis de vous, je n'ai pas accès au dossier? Et c'est bien ça qu'on dénonce. Il faut arrêter de nous dire aujourd'hui, c'est l'œuf et la poule, hein, l'hôpital ne va pas bien parce qu'on a fait du tapage médiatique. Non, l'hôpital n'allait pas bien et on l'a révélé. Et on a brisé cette loi du silence. Donc le secret de l'instruction, on le respecte, mais aujourd'hui, effectivement, nous condamnons cette lenteur et le fait que ça n'avance pas. Et je vais vous dire même une chose de plus, c'est que cet été, notre confrère, l'avocat de l'hôpital, a utilisé ce silence pour dire, bah, vous voyez, il ne se passe rien. Ben, c'est qu'il n'y a rien. Facile, non? Grossier quand même. Et très injurieux. Alors venons-en maintenant, ça c'était mon préambule en 2 points. J'ai 2 points à vous dire, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas monopoliser la parole, mais c'est important quand même aujourd'hui de recadrer un peu les choses. Je voudrais vous parler d'un rapport, alors là, pour le coup, un rapport public. Un rapport que vous pouvez tous trouver sur le site de l'HAS, la Haute Autorité de Santé. www.has-santé.fr. Public. Ce rapport, il date de quand? Vous le voyez ou vous ne le voyez pas, vous êtes trop loin. Juin 2023, cette année. Dans le cadre d'une procédure de certification qui est quadriennale et que la HAS fait systématiquement sur les hôpitaux, publics et privés d'ailleurs, tous les 4 ans. Alors, vous le voyez, hein, c'est la mode des pictogrammes, donc vous le voyez, il y a 4 couleurs. Vert foncé, vert clair, orange et rouge. L'hôpital de Remiremont est en orange. Il est en orange pourquoi? Qualité des soins à améliorer. Alors, juin 2023, ça fait 6 mois que ce rapport est paru. Je vais juste vous lire les conclusions, rassurez-vous, c'est pas très long, mais c'est assez édifiant.
La commission de certification attire particulièrement l'attention de l'établissement sur la nécessité de renforcer la complétude des dossiers dans les services d'anesthésie et d'orthopédie et la démarche qualité et sécurité insuffisante au bloc opératoire. C'est pas moi qui le dis, c'est la HAS. À l'appui de ces éléments et de la globalité des résultats, la commission de certification prononce une certification sous condition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une nouvelle visite sera organisée pour réexaminer le niveau de qualité de l'établissement. Remiremont, depuis des années maintenant, depuis des mois grâce à nos actions, depuis 6 mois avec ce rapport, Remiremont est dans l'œil du cyclone parce que la hauteur, la qualité des soins n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend. Voilà pourquoi aujourd'hui on monte au créneau, parce que on s'aperçoit qu'il y a un immobilisme. J'ai parlé d'omerta tout à l'heure, on peut parler d'inertie, on peut parler de résistance coupable, entre guillemets. Aujourd'hui, nous n'avons d'autre possibilité que d'interpeller le ministre. Et solennellement, de vos caméras, devant vos micros, j'interpelle M. Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, au nom de tous les patients, au nom bien évidemment des victimes et de l'association des victimes, au nom également des soignants, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a un certain nombre de soignants romarimontains qui aujourd'hui travaillent dans des conditions abominables. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Vous vous taisez, vous vous démissionnez. Voilà. La seule alternative qu'ont ces soignants, dont la plupart font un travail formidable, c'est on se tait, on s'en va. Et des démissions, il y en a déjà. Donc, au nom aussi de tous les Vosgiens, parce que nous, Vosgiens, on est quand même des contribuables au même titre que tout le monde. On a quand même le droit à avoir un hôpital de qualité et de proximité. On nous a, encore une fois, fustigés en disant ils veulent fermer l'hôpital, c'est dramatique, on ne pourra pas aller voir nos parents malades, on devra faire 25 km. Faux. Ce qu'on veut, et je pense qu'on est tous là pour le dire, on veut un hôpital de proximité, mais on veut un hôpital de qualité. On y a droit, comme tout le monde. Mais on verra plus tard le système de santé aujourd'hui. Alors, monsieur le ministre, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de venir ici, pas au calendrier, ici, maintenant, dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, sur le terrain. Sur le terrain, pourquoi faire? Pas une visite de courtoisie, pas une visite politicienne, pas une visite simplement protocolaire, une vraie visite pour venir rencontrer les membres du conseil de surveillance, tous les élus, les personnels médicaux, le personnel également administratif, les syndicats, bien évidemment, les victimes et l'association des victimes, les avocats, rencontrer toutes les parties dans ce dossier pour faire quoi? Pour mettre en place un calendrier précis, alors précis, court et surtout impératif, avec des sanctions si ce n'est pas respecté. Un calendrier de travail avec véritablement des points de recherche pour trouver des solutions et surtout des pistes pour stopper ces dysfonctionnements. Voilà aujourd'hui ce qu'on attend de Monsieur le ministre de la Santé. Et nous l'attendons vraiment de pied ferme parce que c'est important dans notre société aujourd'hui, et vu le contexte local, qu'un ministre, c'est son rôle, je crois, vienne ici et fasse le nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, je crois que personne ne s'était véritablement, n'avait véritablement pris la mesure de la gravité de la situation. Et aujourd'hui, j'en parlerai pas parce qu'on va me dire que c'est de la récupération, et loin de moi de faire cette récupération, ce serait déjà abject, c'est ni le lieu ni le moment, c'est simplement le calendrier, on vous l'a expliqué. Nouveau drame avec un décès mardi 3 octobre. Vous ne croyez pas qu'on aurait peut-être pu l'éviter? Vous ne croyez pas que vu les sonnettes d'alarme qu'on a tirées depuis des mois, on aurait peut-être pu éviter? Je vous laisse réfléchir là-dessus. En tout cas, il faut véritablement que ça bouge. Et nous irons jusqu'au bout. Pas parce qu'on est des fous dingues qui sommes omnubilés, simplement parce qu'au bout, il y a des vies humaines. Au bout, on massacre des gens qui meurent. Aujourd'hui, l'hôpital ne doit pas tuer, l'hôpital doit soigner. Et ça, il faut le dire partout. On ne doit pas avoir peur d'aller à l'hôpital. L'hôpital public doit pouvoir soigner. Alors évidemment, ce n'est pas des magiciens, on l'a dit. Évidemment qu'on meurt à l'hôpital. C'est comme si on me disait, ah ben vous savez, on meurt plus souvent dans notre lit. Ben oui, évidemment, quand on est malade. Mais là, à l'hôpital de Remiremont, ce n'est pas ça du tout. Aujourd'hui, à l'hôpital de Remiremont, on meurt de façon suspecte,
dans des circonstances non éclaircies. Et c'est ce point-là, sur ce point-là qu'il faut lever le voile. L'hôpital doit soigner, l'hôpital ne doit pas tuer. Alors nous, on va passer à la vitesse supérieure, mais je laisserai Maître Guyon en parler, parce qu'au niveau du combat judiciaire, je ne vous cache pas que ce n'est pas une stratégie, hein, c'est la manière dont on a voulu travailler, dont on veut toujours travailler. Nous avons déposé des plaintes pour avoir effectivement une lumière, puisque on veut avoir des éléments de réponse à nos questions. Et puis dans un deuxième temps, c'est le combat administratif, avec les responsabilités, cette fois-ci, devant le tribunal administratif de Nancy, non plus devant le tribunal judiciaire d'Épinal, mais devant le tribunal administratif de Nancy. Donc aujourd'hui, encore une fois, je le martèle, hein, je me répète, mais aujourd'hui on ira jusqu'au bout, on enclenche la phase 2, et on vous tiendra au courant, parce que ce qui se passe à Remiremont n'est absolument pas normal. Tout d'abord, je compléterai un petit peu ce qui a été dit par mon confrère Nancy Rizacher sur la raison de cette conférence de presse. Vous le savez, ce n'est pas l'actualité qui fait les médias, mais les médias qui font l'actualité. Pourquoi je rappelle cela? Eh bien parce que ni les victimes, ni les avocats n'ont recherché cette surmédiatisation. En réalité, les victimes ont subi des faits extrêmement graves qui a alerté, intéressé l'opinion générale. Parce que lorsque l'on rentre à l'hôpital pour une péritonite, on ne doit pas en ressortir avec les deux pieds devant. Et c'est pourtant ce qui s'est passé ici à Remiremont. La deuxième chose, pour la raison de cette conférence, c'est que nous avons cherché à rationaliser nos interventions médiatiques. Pourquoi? Eh bien parce que Maître Nancy Rizacher ainsi que plusieurs victimes de l'hôpital de Remiremont ont été sollicitées, sursollicitées par les médias, et dans cette course frénétique, effectivement, il nous a paru extrêmement opportun de rappeler qu'une conférence de presse pourrait peut-être répondre à l'intégralité de vos questions et ainsi rationaliser un tout petit peu nos interventions médiatiques. La troisième chose, et mon confrère l'a très bien fait, c'est d'alerter les pouvoirs publics. En effet, il y a non pas des faits isolés à l'hôpital de Remiremont, mais bien des dysfonctionnements systémiques. Dysfonctionnements systémiques, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que en réalité, nous n'avons que la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire les victimes qui ont osé franchir le pas, qui ont osé saisir la justice et saisir un avocat. Mais il est assez évident qu'il y a bien d'autres victimes à l'hôpital de Remiremont. En alertant aujourd'hui les pouvoirs publics, nous les sommons d'intervenir pour mettre fin à ce massacre. Pourquoi sommes-nous donc deux avocats dans cette affaire? Vous l'avez compris, Maître Nancy Rizacher est en charge de la procédure pénale qui a pour vocation, eh bien, si des faits de nature criminelle ou délictuelle ont été commis, de pouvoir sanctionner les auteurs de ces infractions. Ici, ce sera principalement donc, les différents médecins, les différents personnels médicaux qui ont participé, qui ont concouru à la réalisation des différents préjudices. Mais vous avez également un volet administratif. Ce volet administratif, il vise à sanctionner l'hôpital pour les fautes qui ont été commises, fautes qui, sans leur concours, n'auraient pas permis la réalisation de ces éventuelles infractions. Alors, l'objectif de cette procédure de responsabilité administrative, il est triple. Le premier, c'est bien entendu d'obtenir réparation. Alors, comment réparer la perte de l'être aimé? On ne peut pas le réparer. Mais effectivement, parce qu'on ne peut pas le réparer, faut-il pour autant qu'il ne soit pas réparé? La réponse, bien entendu, non. La deuxième chose, c'est d'obtenir la condamnation de l'hôpital. Parce que qui dit condamnation, dit que, en effet, il s'est passé quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est nié par l'hôpital de Remiremont, on nous dit, il ne s'est rien passé. Circuler, il n'y a rien à voir. Une condamnation officielle permettrait de mettre fin à ce débat. Et la troisième chose, et c'est peut-être la plus importante, il y a la vocation d'éviter que d'autres drames surviennent. Parce que lorsque l'on pointe les dysfonctionnements, on ne peut plus les nier. Et lorsqu'on ne peut plus les nier, alors dans ce cas-là, on n'a pas d'autre choix que de pouvoir prendre les mesures nécessaires qui s'imposent pour éviter que de nouveaux drames puissent se réaliser. Alors quels enjeux derrière l'affaire de l'hôpital de Remiremont? Est-ce une affaire uniquement locale? Ou au contraire, est-ce finalement l'arbre qui ne cacherait pas la forêt? Eh bien, je pense que la question de l'hôpital de Remiremont, c'est effectivement l'arbre qui cache la forêt. Parce que les dysfonctionnements systémiques qui touchent l'hôpital de Remiremont,
c'est en réalité la souffrance des services publics hospitaliers au niveau national qui, ici, ont pris une ampleur particulièrement grave. Parce que, justement, par la médiatisation de cette affaire et par cette conférence de presse, nous cherchons à démontrer que c'est le service public hospitalier au niveau national qui, aujourd'hui, est dans un état délétère. En effet, nous ne sommes pas les ennemis de l'hôpital de Remiremont. J'insiste là-dessus. Nous sommes effectivement leurs adversaires, puisque nous représentons les victimes, et nous ne sommes pas leurs ennemis. Derrière, finalement, la situation dramatique de l'hôpital de Remiremont, c'est en réalité la faillite de l'État. Pourquoi la faillite? Eh bien justement parce que si l'hôpital de Remiremont avait les moyens nécessaires pour accomplir ses missions, eh bien il est évident qu'il n'y aurait pas eu ces drames. Or, ces drames, effectivement, ils résultent finalement de cette faillite du système hospitalier. On nous avait pourtant promis le monde d'après, que le monde d'après serait même mieux que le monde d'avant. Finalement, ils n'ont pas menti, puisque nous sommes dans le monde d'avant, mais en pire. On a également démontré qu'on était capable d'investir des milliards d'euros dans des produits pharmaceutiques expérimentaux. Pourtant, ces mêmes moyens pourraient être déployés pour le service public hospitalier. Ce que je cherche à démontrer dans cette conférence de presse, c'est que des cas comme à Remiremont, il y a finalement tous les jours, partout en France. Et qu'aujourd'hui, d'alerter les pouvoirs publics sur l'hôpital de Remiremont, c'est effectivement permettre que demain, l'ensemble du service public hospitalier partout en France puisse bénéficier des moyens nécessaires pour que de tels drames ne surviennent pas de nouveau. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pertinemment que ce dossier, au début, on le savait, a un impact politique, local. D'ailleurs, les Spinaliens, les Vosgiens, ont un petit peu de bouteille, savent très bien l'historique. Il y a un excellent article dans Le Point qui est paru jeudi, vous l'avez tous lu, j'imagine, qui a pointé du doigt exactement les problématiques. Donc aujourd'hui, on ira jusqu'au bout judiciairement, jusqu'au bout politiquement. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre un petit peu de chronologie et d'ordre? On en est à combien de plaintes et d'informations judiciaires? Je crois que c'est pas... Non, arrêtez de compter les plaintes. Excusez-moi, arrêtez de compter les plaintes, ça devient morbide et sordide. Il y a plus de 10 plaintes. Il y a des plaintes qui ont été ouvertes pour homicide involontaire, pour recherche des causes de la mort, pour blessure involontaire. Il y en a plein. Il y en a, oui, il y en a 12, mais il y en a encore d'autres. Et j'ai encore des dossiers, nous avons encore des dossiers à l'étude. Donc aujourd'hui, s'il vous plaît, pitié, messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les journalistes, arrêtez de compter les plaintes. C'est dramatique. On a plus de 10. Et d'informations judiciaires ouvertes? Oui, aussi. Ça, de toute façon, c'est lié. Après, vous allez demander à monsieur le procureur. Descendez, vous allez demander à monsieur le procureur. C'est lui qui vous dira exactement. Et les 3 juges d'instruction. Mais arrêtez de compter. Il y en a déjà trop, là, aujourd'hui. Il y en a de trop. Mélina Fachin pour Europe 1. Est-ce que la dernière famille de la dernière victime en date de mardi dernier va rejoindre votre association? Est-ce qu'elle a contact avec vous? Ne croyez pas qu'elles font du deuil. Ne croyez pas. Elles ont perdu, ils ont perdu leur mère, leur sœur, depuis mardi. Dans des circonstances dramatiques. Vous savez tous l'historique. Il y a eu une note de service. Et puis ensuite, le procureur s'en est saisi. Il y a une expertise médico-légale. Le dossier médical est sous scellé. Mais ces personnes-là, laissez-les respirer pour le moment. Ils sont libres. Donc la réponse est non. Ils sont libres. Ils adhéreront peut-être à l'association ou pas. Mais comment voulez-vous qu'on vous réponde aujourd'hui? Angélique, je suis désolée, je prends la parole pour moi, mais on partage. Non, mais ils auraient pu avoir envie de vous contacter. Pour l'instant, ils n'ont pas pris contact avec nous. Et en tous les cas, nous, notre façon de procéder n'est pas d'aller chercher les victimes ou les familles de victimes. On a bien trop d'appels. Ce décès la semaine dernière nous attriste profondément parce que, tout simplement, on a le sentiment qu'on a tiré cette sonnette d'alarme, qu'on ne nous a pas entendus. Et on peut légitimement se demander si cette personne-là, peut-être elle sera encore là aujourd'hui, si les personnes qui auraient pu prendre des décisions les avaient prises au moment opportun. Et quand bien même la famille nous aurait contactés, on ne vous le dirait pas. Non. Enfin, moi, je le dis, vous le direz. Non, on ne vous le dirait pas. Ça, c'est le secret professionnel. Donc, Vous confirmez donc depuis que vous avez déposé plainte, pas un gendarme, policier, juge, quel que soit, vous a entendu, vous n'avez pas raconté votre histoire? Non, on vous a parlé d'instruction. L'enquête suit son cours, c'est vrai. Il y a effectivement des enquêteurs qui ont fait du travail. On vous parle de l'instruction.
j'aurais peut-être dû préciser, il y a un service d'enquête qui est le CRPJ de Nancy qui est saisi de l'intégralité des investigations à hauteur de l'enquête. Ce qu'on fustige aujourd'hui, c'est le fait qu'à hauteur d'instruction, aucune des parties civiles n'a été entendue. Le premier dossier de M. Rouillon, qui est ici présent, dépose plainte en mai 2022. Il est entendu par le juge d'instruction, Mme Bouillard, en juillet 2022. Donc aujourd'hui, on dépose en décembre 2022, on est le 9 octobre 2023. Et aucune donc, de toutes ces dizaines de plaintes qui ont été à hauteur d'instruction n'ont fait l'objet de... Enfin, les parties civiles n'ont pas fait l'objet d'une audition. C'est ça qu'on pointe du doigt. Il ne faut pas se tromper de cible. Hein. Aujourd'hui, on considère que c'est cette lenteur qui nous pose problème. Parce que depuis 10 mois, enfin là, moi après j'arrête de m'exprimer, je ne vais pas monopoliser la parole, mais ce sont les victimes qui se sentent aujourd'hui bafouées. Nous, on a été interrogés par le SRPJ de Nancy. On n'a pas été interrogés par une ou un juge d'instruction, pour l'instant. On a été interrogés en février 2023. Désolée, peut-être une question pour Maître Guyon, parce que vous insistez sur le côté systémique du problème. Est-ce que ça veut dire que, évidemment, l'enquête est en cours et vous n'y avez pas accès comme vous l'expliquiez, mais est-ce que ça veut dire qu'a priori, vous privilégieriez un problème organisationnel au sein de l'hôpital, ou est-ce qu'il peut y avoir un responsable vraiment, un médecin malveillant par exemple Alors vous savez, un drame, c'est jamais une faute isolée. Prenez l'histoire de Titanic, vous allez voir qu'effectivement, il y a une succession de fautes qui sont extrêmement graves et qui conduisent à ce drame. C'est exactement la même chose à l'hôpital de Remiremont. Vous n'avez pas une seule personne qui concourt seule à la réalisation de tous ces préjudices. C'est en réalité un problème systémique, c'est-à-dire qu'il y a une multitude de fautes à différents stades qui conduisent à la réalisation de manière aussi importante de ces drames. Dr Bain souhaite s'exprimer. Alors moi, je voudrais continuer sur ce que dit Maître Guillon. Je suis content qu'il ait dit ça tout à l'heure, de ce système en fait qui ne va pas. Moi, j'étais généraliste pendant 40 ans, et depuis une trentaine d'années, on voit que tout part en déliquescence au niveau de la santé en général, et au niveau de l'hôpital en particulier. Donc c'est un problème local, mais c'est aussi un problème national. Et je pense que la politique de santé est sûrement à revoir dans tout ça. Effectivement, on dépense des milliards pour certaines choses qui n'auraient peut-être pas été nécessaires, alors qu'on ferme des lits d'hôpitaux depuis très longtemps. On a même fermé pendant la période du Covid, alors qu'on disait qu'il fallait absolument des soignants, qu'il fallait des lits, et on a encore fermé des lits. Alors c'est là que ça ne va pas. Je ne critique pas les médecins, je ne critique pas le personnel soignant, peut-être même pas plus les directeurs d'hôpitaux, qui sont quand même plutôt des gestionnaires que des personnes qui sont dans le soin, mais en attendant, je pense que c'est au plus haut de l'État qu'il faudrait voir tout ça. Et ça serait très bien effectivement que le ministre de la Santé passe pour qu'on lui explique un petit peu, même si c'est déjà. Voilà ce que j'ai. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a des fermetures de lits en tout cas. Et ça c'est clair, c'est visible. Voilà, je crois que... Non, vous n'êtes pas d'accord? Si, il y a 40% de postes vacants aussi dans l'hôpital. Ça c'est un vrai sujet. Oui, pourquoi? Parce que les gens en ont marre, parce qu'ils sont en burn-out, parce qu'on leur demande toujours plus. Je suis d'accord, mais là, je dirais... Donc les gens, bien sûr, ils s'en vont. Ils en ont marre. Il y a presque 50% des soignants qui sont partis, là, actuellement. Vous vous rendez compte? Presque 50%. Et surtout, on leur demande de se taire. Et en plus, on leur demande de se taire. On leur demande de se taire. On va recadrer un tout petit peu. Simplement, ce qui était dit dans mes propos, c'est que l'État a les moyens de ses ambitions. L'État peut, s'il le veut, investir massivement dans les hôpitaux publics. Et ce n'est pas le choix stratégique qui a été mis en place. C'est ça qu'effectivement qui est fustigé dans ce que je dis. Dans vos rapports avec l'hôpital de Remiremont, est-ce que vous pouvez nous redire, en fait, vous avez eu un rapport extrêmement violent, par exemple, pour obtenir votre dossier médical, vous pouvez nous redire concrètement quels ont été vos rapports avec l'hôpital de Remiremont, en fait? Après, c'est pas que nous. Merci beaucoup. Ce n'est pas que nous, c'est le cas de toutes les victimes. C'est qu'il est très difficile de récupérer le dossier médical. On nous balade en nous disant non, c'est pas pour maintenant, vous revenez plus tard. Nous, c'était c'est votre papa qui doit faire la demande. Étant les ayants droit, vous n'y avez pas droit. Donc nous, on s'est renseignés et si, on a tout à fait le droit de récupérer le dossier de notre maman.
Et en fait, une fois qu'on a échangé avec les autres victimes, on s'est rendu compte que c'était exactement le même débat. C'est très compliqué. Même si on remplit le dossier en cochant bien les cases avec les documents qu'on veut récupérer, il est très difficile de le faire. Donc là, aujourd'hui, vous n'avez jamais eu accès au Nous, dossier médical. on l'a récupéré. Par chance, je pense, c'est qu'on a réussi à avoir plusieurs pièces. On ne sait pas si on a tout le dossier. En tout cas, pour certaines victimes, on sait que ce n'est pas le cas. Voilà. Et selon votre expérience, on a freiné des cas de fer pour vous le donner. Bah oui. On a un témoin qui est M. Paulus qui voudrait s'exprimer. Messieurs, dames, bonjour. Je suis fils de victime. Je suis fils de victime. Ma maman est décédée donc en juillet 2021. Elle est rentrée en hôpital pour 2 côtes cassées. La chose toute basique. Voilà, depuis cette date où je me bats pour avoir le dossier médical de ma maman. Un coup, on me fait cocher des cases, ça. Je coche les cases, je renvoie en recommandé. Une autre fois, on me fait cocher des feuilles grandes comme un bras avec test de grossesse, machin. Ma maman a 82 ans, donc je ne vois pas l'intérêt de m'envoyer ce genre de documents. J'ai coché les cases de ce que je voulais. On m'a répondu, c'est payant. Il n'y a pas écrit cas social là. Donc je suis capable de payer, ce n'était pas le sujet. On m'a répondu une autre fois comme quoi il fallait que j'écrive la lettre complète de la situation de ma maman. Ils la connaissent. L'entrée de ma maman était faite à l'hôpital de Remiremont par le biais des sapeurs-pompiers. L'histoire, ils la connaissent. Je ne vois pas Maître Rizacher sous les conseils de Madame Rizacher. Madame Rizacher m'a dit, Monsieur Paulus, stop, on arrête, et je suis directement allé déposer plainte. Mais je soulève l'article que Monsieur le directeur de l'hôpital de Remiremont a eu la délicatesse légendaire, en parlant de moi, parce que je sais que c'est de moi qui parlait, de dire que le dossier médical n'était pas bloqué. C'est de la foutaise. C'est de la foutaise. C'est me faire passer pour un menteur, alors que non, c'est pas moi qui mens. Moi, j'ai eu des dames, des archives au téléphone, qui se moquaient littéralement de moi. Je les ai menacées de m'attacher au radiateur à l'entrée de l'hôpital en faisant la grève de la faim. Elle a ricané derrière mon dos. Vous trouvez ça normal? Quand j'entends l'avocat de l'hôpital de Remiremont qui se dit à la fin de son interview, voilà 9 mois que les plaintes sont déposées, il n'y a aucun résultat, il ne faut pas rigoler. Il ne faut pas rigoler. Vous croyez que nous tous ici, on a envie de rigoler après ce qu'on a vécu? Non, non, non. Alors pour moi, ces propos sont diffamatoires, sont insultants. De la part d'un avocat, c'est médiocre. Alors, son mépris à ce monsieur-là, j'ai envie de lui renvoyer en pleine face. Parce que le mépris qu'il a envers les gens, envers tout le monde, c'est une honte de quelqu'un qui est censé, entre guillemets, défendre la loi. C'est une aberration. Et moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours pas de dossier médical. J'ai intercepté une lettre, oui, je le dis, qui était destinée au médecin traitant de ma maman. Ma maman, c'était marqué, monsieur, au médecin, monsieur, nous avons le regret de vous annoncer le décès de votre patiente, Madame Suzanne Paulus, décédée des suites d'une bactérie nommée Escherichia coli. Je n'ai jamais, je peux jurer sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, je n'ai jamais été averti que ma maman avait l'Escherichia coli. Donc si ma maman avait l'Escherichia coli en juin 2021, juillet 2021, quand elle était à l'hôpital, juste avant de décéder, combien de victimes dans l'hôpital avaient l'Escherichia coli? Combien de victimes? Mais on s'est arrangé pour taire. Et quand je suis allé voir ma maman sur son lit d'hôpital, toutes ses affaires étaient prêtes autour d'elle, d'un air de dire « Reprenez votre macabé, foutez-moi le camp ». Voilà comment moi je l'ai perçu. Une autre chose, comment vous expliquer une femme qui est, cette femme-là, un amour, une infirmière, une aide-soignante, parce qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Les infirmières du 5e C, les infirmières du 5e C, des femmes extraordinaires. Extraordinaires parce que moi, elles me parlaient comme si j'étais avec une tendresse, une affection. Elle est venue, cette dame.
Elle a fait qu'entrer sortir, elle avait la larme à l'œil, je citerai pas son nom par respect pour elle, elle avait la larme à l'œil, elle m'a dit le cas de votre maman m'a profondément touché et profondément ému. Donc aujourd'hui, cette femme-là se reconnaîtra certainement, je lui dis un grand merci, parce qu'elle a essayé de m'expliquer certaines choses. Mais dans le déni, peut-être, dans le chagrin de voir ma maman qui était presque possédée, comme l'exorciste, qui faisait des bonds dans son lit, qui faisait... Eh ben, j'ai pas voulu comprendre les signaux qu'elle m'envoyait. Je ne les ai pas compris. Mais le médecin qui s'occupait de ma maman, 3/4 d'heure, voire 1 heure avant, le 22 juillet 2021, je suis allé le voir. Je lui dis, ma maman, dans l'état où elle est, c'est bizarre. Ça fait 14 ans que j'étais revenu m'occuper de ma maman au domicile parce que oui, elle avait 82 ans, elle avait des pathologies d'une femme de 82 ans, mais elle n'était pas grabataire, elle ne pouvait plus marcher du fait qu'elle devait se faire opérer d'un genou, étant donné qu'il y a eu le Covid, c'était retardé, elle ne pouvait plus marcher, autrement, il n'y aurait pas eu le Covid, elle aurait été opérée, elle remarchait. Et donc, ce monsieur-là, il m'a dit, mais votre maman, monsieur Paulus, elle va bien? Je l'ai regardé en 2 fois, je lui ai dit, mais monsieur, vous êtes sûr qu'on parle bien de ma maman, qui est dans la chambre, au fond du couloir? Ah oui, 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 il m'a dit, mais j'ai dit, mais vous avez vu comme elle est? On dirait qu'elle est possédée. C'est rien, monsieur Paulus, c'est l'effet des médicaments. C'est l'effet des médicaments. Je suis parti prendre une douche. Cette foutue douche, j'aurais jamais dû la prendre, parce que ma maman est décédée toute seule, dans une chambre, la dernière chambre au fond du couloir, porte fermée. Porte fermée. On m'a dit, votre maman est décédée à 17h15. Non, faux. 19h15, pardon. 19h15, faux. 19h15, c'est l'heure où on l'a retrouvée, seule dans une chambre de 2 lits fermés, au fond. On ne savait pas. On m'a menti. Une autre chose, votre maman, elle a réclamé 2 crèmes enrichissantes. Vous inquiétez pas, monsieur Paulus, votre maman est partie apaiser. Mais bande de menteurs, comment on peut prétendre qu'une femme est partie apaiser puisqu'elle était toute seule dans une chambre au fond du couloir, porte fermée? Comment on peut prétendre que ma maman a mangé 2 crèmes enrichissantes avant de décéder? Parce que je leur ai posé une colle. Il y avait 3 solutions. Et ils ont tombé dans le panneau. Il y avait vanille, chocolat et caramel. Je leur ai dit, ah bon, ma maman a mangé 2 crèmes enrichissantes? Quel parfum? Caramel. Bingo, mauvaise pioche. Ma maman a toujours détesté le caramel. J'ai 46 ans, je n'ai jamais vu ma maman manger du caramel. Donc pourquoi aller me mentir en disant qu'elle est partie apaiser, qu'elle a mangé des crèmes enrichissantes au caramel? Ça change quoi à ma douleur? Ça change quoi à mon chagrin de perdre ma mère? Et au jour d'aujourd'hui, on ose me dire que je suis un menteur parce que le dossier, il est disponible, je n'avais qu'à le demander. Maître Rizacher a bien vu ce qui en ressortait. Et l'avocat de l'hôpital qui prétend dire il faut arrêter de rigoler. Non, mais c'est une honte. C'est une honte. Moi, personnellement, vous savez, ma maman, si j'avais su 2 côtes cassées, à part de la compression et des antalgiques, c'est la seule chose qu'on peut faire. J'aurais dû la garder chez moi. Elle serait certainement encore vivante. Et puis elle pourrait certainement vous témoigner. Elle est restée hospitalisée combien de temps? 3 semaines. 3 semaines. Par contre, la bactérie de l'Escherichia coli, pourquoi ne pas me l'avoir cachée? Pourquoi me l'avoir cachée? Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Et on ne veut pas me donner ce dossier parce qu'on sait qu'il y a noté qu'elle avait le Escherichia coli. Et on se dit, il fait partie de l'association Agissez pour elle. Donc, la bactérie de l'Escherichia coli, eh ben, elle va faire boomerang dans l'association. Et tout le monde, les parents, les parents des défunts, les familles, vont se poser la même question. Et oui, et j'ai eu ce fameux papier, Maître Rizacher peut en témoigner, et je lui ai envoyé une copie. À ma grande surprise, je n'ai pas ce dossier, et en plus, on me marque exemplaire donné à titre gratuit, exceptionnellement. Mais attendez, ils me prennent pourquoi?
Ils me prennent pourquoi? Donc aujourd'hui, je précise, à l'hôpital de Remiremont, je ne cherche ni argent, ni gloire, ni la fermeture de l'hôpital. Je tire un grand respect au personnel soignant, infirmières, aides-soignantes, mais il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Moi, j'ai vu ma maman aux soins intensifs. Quand vous avez une femme de ménage, enfin une ASH, qui est en train de passer le balai avec ses gants de ménage, et puis qui se retourne près de votre maman avec les mêmes gants pour la remonter dans son lit, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Non. Non. Moi, j'ai vu une ASH donner à manger à ma maman. Voilà. J'ai rien contre les ASH, chacun son domaine, chacun gagne sa vie comme il veut, mais à un moment donné, soit t'es médecin, soit t'es ASH, soit t'es infirmière, faut pas tout mélanger. Donc, on en manque de personnel, du personnel, il y en a plein qui demandent des places. Mais forcément, dans une ambiance comme ça, et si c'est pour être pointé du doigt, je comprends pourquoi il y a beaucoup de postes vacants à l'hôpital de Remiremont. Voilà. Merci. Vous aviez parlé d'appel pour qui viennent sur place. Oui. C'est la première fois que vous faites cet appel-là ou il y a déjà eu des courriers Ah non, c'est la première fois. Parce que vous savez, au fur et à mesure, la coupe, elle se remplit. Hein, là, elle est pleine. Donc à partir du moment où elle est pleine, eh bien, si ça ne bouge pas, comme je l'ai dit tout à l'heure au niveau local, eh bien, il va falloir que ça bouge à un autre niveau. Le seul niveau auquel je pense qu'il faut s'adresser, c'est le ministre de la Santé. Sur le nombre de plaintes, 12 plaintes, et il y en a d'autres apparemment. Pour le côté administratif, est-ce que c'est au nom de l'association? Est-ce que c'est plusieurs plaintes individuelles? Et quel est le calendrier? Alors, les plaintes ont été déposées, puisque ça c'est le code de procédure pénale et également la procédure administrative, sont des plaintes individuelles. Ça veut dire qu'on a déposé pour chaque requérant famille des victimes, donc plusieurs personnes en fonction du nombre des familles, enfin des proches de la victime qui voulaient déposer plainte. Donc ce sont des plaintes individuelles. Mais évidemment, ce sont des plaintes individuelles de masse, puisque vu le nombre, vous venez de le dire, forcément, il y a un côté de masse. En plus, l'association pourra également nous aider ensuite par rapport à ces dépôts de plainte, par rapport à ces procédures en responsabilité, mais c'est forcément des requêtes individuelles. Combien il y en a? Non, mais je vous ai dit, il y en a plus de 10. Vous avez des procédures, parce qu'en vous disant ça, il faut que je vous explique tout par rapport aux requalifications des chefs, etc. et au nombre de plaintes, celles qui sont encore à l'enquête, celles qui sont à l'instruction. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les victimes. Aujourd'hui, ce que l'on veut montrer, c'est que, vous avez entendu M. Paulus avec son témoignage qui est poignant, c'est la sensation et la réalité que les victimes sont laissées de côté. Alors qu'il y en ait 1, 2, 3, 4, 12, 20, parce que, encore une fois, il y a encore des dossiers, il y en aura d'autres des plaintes, il y en aura d'autres. Donc on arrête de les compter, il y en a plus de 10, mais on agit. Parce que le but, c'est qu'il n'y en ait plus des plaintes. Le but, c'est ça. C'est qu'on arrive à un moment donné à ce que cet hôpital fonctionne enfin correctement. Est-ce que je voudrais juste rajouter une toute petite chose à ce que vient de dire Maître Ledocher, c'est que oui, il y a un compteur de plaintes, hein, effectivement, ok. Mais ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent vers nous, qui nous contactent, mais qui ne souhaitent pas paraître dans les médias, qui ne peuvent pas, pour des raisons qui leur appartiennent, lancer une procédure en justice, qui pour autant ont été malmenés, qui pour autant ont perdu des proches. Alors, l'association, ben voilà, elle sert à ça, à leur dire, ben non, vous n'êtes pas tout seul. Si vous n'arrivez pas à aller devant un juge, c'est pas pour autant que l'hôpital ne restera pas impuni. Voilà, ce que je voulais vraiment dire, c'est que c'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être que 12, il y a peut-être 10 plaintes, on ne sait pas. Je peux vous dire que dans l'association, on recueille d'énormément de témoignages de gens qui sont comme les plaignants, mais qui ne vont pas forcément faire la démarche de porter plainte. Et ces témoignages, vous en faites part, par exemple, aux enquêteurs pour les aider à avancer dans les investigations? Les enquêteurs, quand ils nous contactent, quand ils nous convoquent, hein, c'est ce qui s'est passé en février dernier avec notre papa, ils nous convoquent pour parler de notre dossier, pour parler de notre affaire, de notre maman, de comment les choses se sont déroulées. On ne peut pas, nous, agir ni témoigner devant un officier de police judiciaire pour une autre famille. Aujourd'hui, il y a combien d'adhérents à l'association et combien de personnes qui vous ont contacté au-delà des adhérents?
c'est compliqué de vous répondre parce que déjà l'association est une jeune association, on a déposé les statuts en février, on a fait une première assemblée générale fin avril, début mai. On a lancé en fait des bulletins d'adhésion qui, pour l'instant, le décompte n'est pas encore arrêté, mais on a... la louche à peu près... je sais pas, je peux peut-être vous dire 20, 30 personnes qui, en tous les cas, voilà, nous appellent et veulent adhérer, ne serait-ce que pour gonfler les rangs de cette association. Et ce qu'il faut retenir, c'est l'union fait la force. Aujourd'hui, si on a voulu créer cette association, c'est pas pour vous, pour passer devant vous, devant les médias. Vous savez, nous, notre deuil, on aurait préféré largement pouvoir le faire sans vos caméras, ça je vous assure. Si on se lance dans cette bataille judiciaire, c'est pas parce qu'on est en mal de gloire, pas du tout. C'est juste pour pas qu'elle soit partie pour rien, pour pas que les autres personnes ne soient parties pour rien et pour qu'il n'y en ait plus d'autres derrière. On est obligé de se mobiliser. Malheureusement, notre seul moyen de communication, c'est vous. Parce qu'on n'a jamais été entendu par le directeur de l'hôpital, on n'a jamais été entendu par un élu. D'ailleurs, en janvier 2023, il y a eu un communiqué de presse du groupement hospitalier du territoire des Vosges, on va dire contre nous, donc qui apportait tout son soutien à l'hôpital et qui apparemment devait prochainement nous donner des réponses. Aujourd'hui, on est toujours sans réponse. On a également l'ADEMAT, qui est une association de l'hôpital, qui avait fait un communiqué de presse contre nous en nous accusant de faire de l'acharnement médiatique. Ce qui n'est pas le cas, encore une fois, les médias, vous êtes notre seul moyen de communiquer, de nous exprimer et d'être écoutés. Et on ne fait pas de l'acharnement médiatique. Encore une fois, comme disait ma soeur, on s'en passerait. Et quand on parlait tout à l'heure du dossier médical, il faut recontextualiser, c'est-à-dire qu'on appelle quasiment tous les jours, on se relaie. On appelle l'hôpital pour connaître non seulement la cause du décès de notre maman, mais également quelles ont été les dernières heures de sa vie. Est-ce qu'elle s'est sentie partir? Est-ce qu'elle nous a réclamé? Rien. On nous a tendu un papier pour nous dire « allez au bureau des réclamations », comme si on avait perdu un téléphone portable. Non seulement il n'y a pas de communication, mais il n'y a même aucune empathie. Il n'y a que du mépris, Juste pour revenir sur la communication du dossier médical, évidemment, un avocat dûment mandaté par des familles peut avoir accès au dossier médical. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait, sauf l'hôpital. Moi, j'ai eu un courrier du docteur Chevalier qui me disait « Ben non, vous n'aurez pas le dossier médical parce que vous n'êtes pas dûment mandaté par la famille. » Papier en tête, avocat, j'interviens pour la défense des intérêts de madame, monsieur, et j'assurerai, etc. Veuillez me donner le dossier médical. Alors, évidemment, ce n'est pas dans la loi de 2002, c'est dans la jurisprudence de 2005 de la Cour de cassation. Donc, il y a un moment donné, on sait très bien que même l'hôpital connaît les règles. L'hôpital sait qu'à un avocat dûment mandaté, on donne le dossier. Mais là, non. On considère qu'on botte en touche, on a un beau courrier disant que non. Encore une fois, je reprends cette expression, circuler, il n'y a rien à voir. C'est ça qui est inadmissible. Vous venez de parler de jurisprudence, justement, dans des affaires similaires, que vous mettez en exergue l'aspect systémique des troubles, Vous vous êtes approché d'autres hôpitaux, d'autres associations où il peut y avoir des questionnements similaires? Là, pour le moment, l'hôpital de Remiremont a une telle particularité, une telle gravité que je ne vous cache pas qu'on s'est quand même focalisé sur ce qui se passe ici. Après, on n'est pas, vous le savez, tout le monde le sait, le système de santé en France, il est non pas à genoux, il est carrément, il rampe. Donc évidemment, mais on n'a pas du tout, on ne s'est pas approché d'autres hôpitaux pour le moment. Ça viendra peut-être après, je laisse Maître Guyon parler, mais pour le moment, c'est J'interviens habituellement en matière de responsabilité médicale. Les faits qui se sont passés à Remiremont ne sont pas exceptionnels. Ce qui fait qu'il y a une attention sur l'hôpital de Remiremont, c'est la quantité de faits, le délai dans lequel cela se produit, sur une année et demie, une année à peu près, et la particularité de ces faits. Je l'ai cité tout à l'heure, vous rentrez avec des côtes cassées, vous ressortez les pieds devant. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a un focus qui est fait sur l'hôpital de Remiremont. Mais les affaires en matière de responsabilité médicale, c'est tous les jours. Il y en a effectivement pléthore. De là à ce qu'un service de chir ferme, c'est pas tous les jours non plus, je sais pas.
C'est la particularité de cette affaire. Mais encore une fois, j'ai des problématiques de responsabilité médicale, c'est quelque chose d'assez coutumier, malheureusement. Est-ce qu'on peut imaginer une ampleur donc des collaborations avec d'autres associations, des affaires similaires ailleurs? Je sais, j'ai compris que vous avez On n'a pas de boule de cristal. Non, mais aujourd'hui, on n'a pas de boule de cristal. Aujourd'hui, c'est ici et maintenant qu'on pointe du doigt le problème. Après, si ça se passe ailleurs, bien évidemment que oui, effectivement, si d'autres personnes sont dans le même état, ils vont faire la même chose que nous. C'est-à-dire qu'on va alerter, Qu'est-ce qu'on veut, nous tous, aujourd'hui? J'imagine que je prends un par un toutes les personnes qui sont là. Personne ne va aller à l'hôpital pour mourir. Personne. Que ce soit en France, mais là, moi, j'élargis aussi, au niveau international, au niveau mondial. Personne ne veut aller à l'hôpital. Alors, il y a l'aléa médicale, il y a plein de choses, mais on ne veut pas ça, personne. Donc, on est tous des êtres humains, on est tous des patients potentiels, voilà, et aujourd'hui, on pointe du doigt ce qui est inadmissible. Si la question était de savoir s'il y avait un plan marketing sur la question des victimes... Ah oui, j'ai pas compris. Ah bah moi, j'ai pas compris. Non, il y a 70 000 avocats, effectivement, en France. Si demain, une personne pense que cette situation est similaire à celle qui a été décrite par les victimes, il lui appartiendra, effectivement, de saisir l'avocat de son choix et, effectivement, de se rapprocher éventuellement des associations pour avoir un soutien. Parce qu'en réalité, c'est surtout un soutien moral dont on a besoin dans ce type de situation. Donc non, il n'y a pas de plan marketing sur les faits dramatiques qui sont déroulés. C'est pas ma question non plus. Non, mais vous me rassurez, parce que là, moi, ça me... Je veux éviter toute interprétation. Aujourd'hui, effectivement, la situation dramatique qu'on est en train d'évoquer, c'est une situation qui n'est pas isolée sur le plan national. Les problématiques de responsabilité médicale, je vous dis, c'est quelque chose de coutumier. Mais là, les faits qui ont retenu ici, et bien l'ensemble des médias, c'est la gravité de ces faits, leur importance et leur nom. Est-ce que je peux vous demander ce que vous éprouvez? Parce que vous êtes dans ce combat depuis 1 an et demi, 2 ans, et quand vous entendez qu'effectivement les opérations programmées s'arrêtent pendant une semaine, je suis pas... Enfin. C'est d'être une... Alors voilà, je ne veux pas dire que c'est un signe ou que c'est une preuve de quoi que ce soit, mais enfin c'est très important, quoi. On arrête les opérations programmées pendant une semaine. Mais vous, on vous dit toujours rien, vous n'avez pas... Bah non, non, on ne dit toujours rien. Tant mieux, tant Là, mieux. on se dit enfin, et voilà, oui, tant mieux. Après, ce décès a été mis dans les journaux comme étant suspect. Il est tout aussi suspect que tous nos dossiers. Dans la façon où il a été formulé dans les journaux, moi, pour l'avoir lu, il est aussi suspect que tous les dossiers qui sont contre l'hôpital aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on n'en sait pas plus que vous, c'est le secret aussi, là encore, mais c'est tout frais, donc voilà, nous, on apprend les choses comme vous. C'est bien ce qu'on dénonce. On apprend les choses toujours après coup. Et encore, le peu de choses qu'on puisse apprendre. Maître Rezacher et Maître Guyon, pardon, vous représentez combien de familles, pour être précise, là, sur les du coup 12 plaintes, même si voilà, là toutes les personnes qui ont posé plainte sont représentées par nous. De ce qu'on connaît. Après, s'il y a d'autres plaintes ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on vous parle de ce qu'on connaît. On peut vous présenter en disant que vous êtes avocat de toutes les victimes connues à ce jour, en tout cas. Quoi. Voilà. Eh ben, en tout cas, c'est qu'on témoigne aujourd'hui. Voilà, bien sûr. Okay. Mais je sais pas, je comprends pas. Non, c'est juste pour savoir. Je vais m'énerver, monsieur. Non, mais sérieusement, vous savez combien de personnes vous défendez? Pourquoi ça aujourd'hui? Mais parce que vous, depuis le début, on a besoin vous avez précis. Mais pourquoi? Alors je vais vous dire, il y en a 8 pour homicide involontaire, il y en a 2 pour recherche des causes de la mort, il y en a 2 pour les blessures. Si demain, on en a d'autres, parce qu'on en a d'autres, et si en plus c'est rechangé, le chef de qualification par le procureur, eh ben, on le verra évoluer, mais nous, aujourd'hui, on a besoin de savoir les choses. Et puis, je vais vous dire une chose, mais non, je vais vous dire une chose aussi. Moi, on suit des plaintes, des personnes qui ne veulent pas être présentes pour X raisons, qui ont déposé plainte avant, vous ne savez pas par nous, mais que l'on suit aujourd'hui. Donc moi, je vais vous donner le chiffre que nous avons dans nos dossiers, il ne collera jamais avec tous vos chiffres, parce qu'il y a aussi du secret chez nous, bien sûr, mais pas pour empêcher les choses d'avancer, simplement parce qu'il y a des personnes qui avaient déjà déposé plainte et qui sont venues nous voir après. Donc, vous allez me dire, vous avez déposé combien de plaintes? Je vais vous donner un chiffre. Vous allez aller voir le parquet, il va vous dire, bah non, il y en a plus. Vous allez dire, ah, c'est bizarre, la prise à chair, elle me ment. Non, je ne vous mens pas, c'est juste que stop, il y en a plus de 10.
Voilà. Et il y en a dont je ne peux pas parler, dont nous ne pouvons pas parler, parce que les personnes n'ont pas voulu s'exprimer. Elles ont déposé plainte toutes seules. Et ensuite, elles sont venues nous voir. Donc il y aura toujours un décalage. Et on va s'amuser à dire 10, 11, 12, machin, jusqu'à... Ça apporte quoi? Rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, excepté le nombre de clients? Est-ce que d'autres personnes ont envie de témoigner? Voilà, évidemment sans forcer personne, mais est-ce qu'il y a d'autres familles de victimes qui ont envie de nous raconter leur histoire, peut-être? Mal, le vendredi 6 mai, l'année dernière, j'ai appelé les pompiers. Puis après, le SAMU est venu. Ils m'ont tenu au téléphone pendant un moment. Le médecin-chef du SMUR a diagnostiqué, au bout de quelques examens, une pancréatite aiguë et calcul biliaire. Il m'a dit, je prends votre épouse avec nous, on l'emmène pour la faire prendre en charge à l'hôpital. Au bout de 3 coups de téléphone le soir même, j'ai réussi à voir le médecin-chef du SMUR qui m'a expliqué qui m'a confirmé la pancréatite aiguë par le biais du scanner et la présence du calcul biliaire. 2,5 cm par 2 cm. Fait par le rapport d'autopsie par la suite. Il m'a expliqué au téléphone ce que c'était. Moi, je ne comprenais pas. Il me dit calcul biliaire qui bouge tous les docks. Moi, je fais les autoroutes, des barrages, j'étais là tout pas vite. Entre les docks, on me disait trop rien. Il m'explique que c'est comme un caillou qui bouge à tuyau. Je été diagnostiqué, ils avaient tous les éléments en main. Pourquoi rien n'a été fait? Ils l'ont laissé mourir dans des conditions atroces et abominables au bout de 33 heures. En seulement la bourreau de morphine. Elle qui ne droguait pas, fumait pas, je ne vous pose pas une dose de morphine. Hein. C'est dans le rapport médical. Par contre, tu me l'as donné assez rapidement celui-là. 3 jours après, j'arrête. Et maintenant, j'ai posé une question. Je l'ai déjà posée. Pourquoi ils n'ont rien fait? Il fallait mettre ces organes au repos, parce que par le biais d'experts médicaux et tout, j'ai expliqué le processus. Ce calcul biliaire bouchait les voies biliaires. Donc, la bile, au lieu d'aller à l'estomac et aux intestins, les cellules digestives, cellules autodigestives. Mon épouse se fait digérer vivant par sa propre bile. À mon avis, le personnel médical devait bien savoir ce qui se passait avec les pancréatites aiguës. C'est pas la première fois qu'ils en ont eu. Ils connaissent les résultats. Pourquoi rien n'a été fait? Vous êtes allé au service des urgences avec elle? C'était le service des urgences? Non, ils n'ont pas voulu que j'aille aux urgences le jour même. Mais après, ils m'ont rappelé qu'elle avait été décédée, 33 heures après. Et durant ces 33 heures, elle n'a pas été prise en charge, elle n'a pas été opérée? Elle était dans un lit, elle a bourré de morphine, j'ai été la voir 3 fois, rendre visite, elle était fatiguée. Elle est dans un hôpital, on a confiance. On peut vous demander quel âge avait votre femme? Elle allait presque à 60 ans. Elle allait faire ses 60 ans au mois d'août suivant, le 17 ans de mariage. Je l'ai d'être en retraite. Elle aussi. En mai 2022, hein, vous nous avez dit, ouais. C'est ça? Donc elle a été opérée. Non, ils n'ont rien fait, ils l'ont laissé mourir. Elle se fait digérer vivante par sa propre bile. C'était en attente de l'opération, quoi. 33 heures après qu'elle soit arrivée, elle n'avait toujours pas été opérée. Non, ils attendaient qu'elle meure, pour moi. Docteur, pancréatite, c'est relativement courant. Mais une de mes sœurs a été opérée. Pancréatite aiguë, c'est pas très courant. Là, c'est un cas particulier sur un cholédome bouché, effectivement. Donc, voilà. Donc, après, je ne connais pas le dossier du tout. J'interviens depuis seulement quelques jours auprès de l'association. Donc, bon, c'est une pathologie grave, certes. Après, tout dépend comment on explique la chose aux gens. Si c'était inopérable, on le dit, on l'explique. On ne laisse pas les gens sans savoir. Voilà ce que je peux dire. C'est opérable. La dernière de mes sœurs a été opérée au mois de janvier, exactement pareil. Le calcul était à peine plus petit, 2 cm par 2 cm. Elle est toujours vivante. 2 de mes amis ont été opérés. Mes amis d'enfance ont été opérés. Ils étaient rentrés dans l'état pire qu'il y a à l'hôpital. Je me souviens qu'à Mulhouse. Il a été opéré, il est toujours là. Pourquoi ils n'ont rien fait? C'est un peu bête comme question, mais qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous attendez là? J'attends des réponses. Pourquoi qu'ils n'ont rien fait? Alors j'avais dit décédé. Je peux vous demander votre prénom, s'il vous plaît? Jean Bernard. Non, Rouillon. Jean-Bernard, le prénom. Vous voulez mon téléphone? Oui, après, si vous êtes d'accord, oui. On vous le demandera après. Ouais. Merci beaucoup. Une précision. Allez-y. Je l'ai fait incinérer, j'ai eu pas mal d'ennuis. Je m'en tirais les pattes, évidemment, quand on porte plainte. Parce qu'elle était d'origine ukrainienne et russe par le biais de la Crimée. J'ai réussi à rapatrier l'urne ce week-end. Sa famille russe est venue par le côté Crimée, Kerch, jusqu'à Krasnodar, Sochi.
J'ai fait 2500 km d'un côté, moi 2500 de l'autre. Le premier 500 km, c'était sur le bombardement. Et aujourd'hui aussi, le retour. Il vaut mieux passer sur les bombardements que d'aller à l'hôpital de Remiremont. On risque certainement moins de mourir. Merci. Voilà ce que j'en pense. Bonjour messieurs, dames. Donc moi je suis monsieur Aïssa, je suis monsieur Aïssa, je suis une des victimes qui était hospitalisée à la base d'une fracture du col du fémur et du fémur. Après ils m'ont dit qu'elle avait une fêlure. Donc là devant, là j'ai un rapport, je vous le montre, de médiation, parce que moi j'étais reçu par une médiation à l'hôpital de Remiremont, donc par le docteur Noël Baudard. De vive voix, donc il m'a montré tout ce qu'il avait à me montrer. Il regarde. Il m'a dit, écoutez, j'ai pas de réponse à vous donner. C'est une mort mystérieuse. De vive voix. Donc moi, la médiation, c'était en... La date, c'était le 17 décembre 2020. Donc je lui demandais ce que vous pouvez me l'écrire. Conclusion faite, à terme de cette médiation qui s'est déroulée dans de bonnes conditions, il est regrettable de ne pouvoir répondre précisément à la question principale et légitime des enfants de Madame Aïssa, donc qui est décédée en 2020. Pourquoi une issue défavorable aussi soudaine et imprévisible est-elle survenue? Une expertise médicale pourrait-elle apporter plus d'éléments? Les enfants de Madame Aïssa ont la possibilité de saisir le CCI Lorraine pour me retourner. Donc moi, j'ai aucune réponse à ce jour. De quoi ma mère est décédée en 2020. Voilà. Même question, qu'est-ce que vous attendez des réponses dont du coup vous voulez comprendre? À la cause du décès. Moi, à ce jour, on me demande de quoi est décédée ta maman, je n'ai pas de réponse. Quand on me demande de quoi est décédé, parce que j'ai plus de parents, quand on me demande de quoi est décédé ton papa, je dis oui, il y a un cancer. Ce qui est légitime de savoir. Et là, je n'ai vraiment pas de réponse. 2020, donc ça fait déjà 3 ans. Vous vous êtes joint après en entendant d'autres affaires. Comment vous avez En fait fait, moi au début, je voulais le faire, mais je n'osais pas seul, je voulais pas, voilà, seul. Et après, j'avais vu la plainte de monsieur Rouillon en premier, il me semble. J'avais essayé de le contacter sur les réseaux, mais il ne répondait pas. J'étais dans les amis indésirables, ou je sais plus, un truc comme ça, j'avais montré. Et après, il y a les filles de Madame Souk, qui avaient pris Maître Chasser comme avocat. Donc de là, j'ai convoqué l'avocat, puis voilà, ça m'est bien. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas le seul? Ça m'a fait de la peine quand même, parce qu'en fait, oui, on n'est pas le seul, mais il y en aura combien encore? Mais dans votre situation, vous êtes resté 2 ans dans le vide, en ayant l'impression d'être tout seul face à votre... c'est ça. Avant d'apprendre qu'il y avait éventuellement... C'est pas que ça nous rassure, mais on s'est dit on n'est plus seul en fait, à se faire ce combat. Tout simplement. On peut vous demander votre prénom aussi? Oui, Asdine. Asdine? Oui. Azedine. Oui. A2A2D. Je donnerai tout, s'il vous plaît. Merci. Je voulais juste rajouter ça, c'est que c'est souvent ce qui revient d'ailleurs quand les personnes appellent l'association. Comme M. Asdine, il y a parfois du temps qui s'est passé entre le décès et le moment où ils nous appellent. Parce qu'en fait, tout simplement, ils pensaient qu'ils étaient un cas isolé. Ils ont eu en face d'eux des médecins en blouse blanche qui sont arrivés, qui leur ont dit non, un peu comme à nous, on ne sait pas, mais voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on se dit? C'est comme quand vous allez chez votre garagiste qui vous dit que voilà, votre voiture elle est foutue, vous croyez ce que dit le garagiste. Et du coup, voilà, les personnes ont pris ça pour argent comptant, mais ont toujours eu quand même un petit doute, quelque chose qui leur est revenu et qui se sont dit ouais, il y avait quand même il y avait quelque chose de bizarre, il faut creuser. Et je pense que c'est effectivement cette médiatisation, cette association qui aujourd'hui permet aux familles de victimes de regrouper en fait un peu les histoires des uns avec les autres. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, ma maman était une patiente allergique à la morphine. Donc, quand les pompiers sont venus la chercher donc à domicile, je vois encore le pompier au coin de ma table de cuisine marqué « patiente allergique à la morphine » avec le triangle « danger ». Ma sœur, le lendemain, est allée voir ma maman à l'hôpital avec ma nièce. Ma maman était comme morte dans son lit, totalement inanimée.
Ma sœur s'est mise à hurler, elle s'est dit ça y est, maman est partie. Et en fin de compte, l'infirmière et le médecin est venu, non, vous inquiétez pas, c'est la morphine. Ma sœur lui dit, mais c'est une plaisanterie, elle est allergique à la morphine. Donc, patiente allergique à la morphine, on lui administre quand même de la morphine. Jusque-là, elle est descendue aux soins intensifs, moi j'y vais, ma maman avait un patch, la morphine. Alors excusez-moi, je vous donne du Doliprane. En suppositoire ou en effervescent, ça reste du Doliprane. Donc, pourquoi persévérer dans la bêtise? Pour moi, c'est encore une erreur médicale. Je ne sais plus si vous nous avez dit votre prénom, pardon, désolé. André, André, merci. Je pense que c'est bon, tout le monde a pu s'exprimer, tout le monde a pu poser les questions.